Bonjour, bienvenue, je suis Etienne Gandou. Je reviens une fois de plus pour vous parler aujourd'hui d'un nouveau use case qui va s'appesantir un peu plus sur l'aspect architecture, c'est-à-dire cette manière de pouvoir mettre ensemble les différents composants qui viennent des différents systèmes pour les faire travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, dans la mise en place ou le développement des logiciels modernes, il s'agit beaucoup plus des composants qui viennent des différents systèmes qui sont mis ensemble pour pouvoir travailler. Et ces composants, la plupart du temps, communiquent entre eux et en se communiquant, ces composants s'envoient des notifications pour créer une séquence d'instructions dans la manière de pouvoir agir. Et dans ce cas précis, nous allons parler, je vais présenter une petite application que j'ai développée qui va également recourir à cette technologie de travailler avec différents composants. Et pour ce cas précis, nous allons utiliser une technologie qu'on appelle Docker. Docker. En fait, Docker, c'est une plateforme de containerisation qui est énormément utilisée ces derniers temps. Et il y a quelques années avant de recourir à Docker, on utilisait beaucoup plus ce qu'on appelle des machines virtuelles. Et ces machines étaient une clé dans le développement des logiciels. Et ils permettaient en fait d'isoler les applications qui sont déployées sur les mêmes machines hôtes ou sur un même cluster. Et cela permettait d'éviter les interférences entre ces différentes applications. Mais toutefois, pour exécuter ces applications, il était nécessaire d'exploiter des packages, c'est-à-dire des bibliothèques des différents composants logiciels pour exploiter ces ressources tout en isolant ces applications. Et on utilisait depuis longtemps ces fameuses machines virtuelles. Et ces machines virtuelles permettaient de séparer les applications entre elles sur un même système et réduire ainsi les conflits entre les différents composants. Mais ces machines virtuelles présentaient un certain défaut, c'est celui de consommer énormément de ressources et en termes de taille, c'était extrêmement. Une machine virtuelle s'apparente à un système d'exploitation complet, c'est-à-dire une taille de plusieurs gigaoctets, permettant le partitionnement des ressources d'une infrastructure. À la différence, un conteneur délivre uniquement les ressources nécessaires à une application. En effet, le conteneur partage uniquement le kernel de son système d'exploitation, c'est-à-dire les noyaux, avec d'autres conteneurs qui vont communiquer éventuellement entre eux. Nous allons également utiliser RabbitMQ. En fait, nous utiliserons également ce qu'on appelle l'image. En fait, nous allons utiliser une image que nous allons containeriser pour créer un conteneur qui va être l'intermédiaire entre les deux projets que nous allons développer dans notre solution. Et RabbitMQ va se retrouver au milieu de ces deux projets, un projet de type Web API et un autre de type console. Et lorsque les projets de type Web API avec les services qui seront créés seront appelés et consommés par les clients, une notification va être envoyée à notre client pour dire que voilà, un service a été appelé et éventuellement les clients peuvent consommer les informations qui viennent, mais les clients ne le fera qu'à la condition qu'ils reçoivent la notification qui vienne de RabbitMQ qui se retrouve. Voilà un peu présenté succinctement de quoi il s'agit. Cela peut paraître de prime abord abstrait, mais nous allons le présenter concrètement au travers de l'application qui est écrite et l'on verra concrètement comment tout cela fonctionne. Donc le but ici, je le répète, c'est d'avoir deux composants qui fonctionnent de manière indépendante, mais lorsque un finit sa tâche, il va envoyer une notification à l'autre pour lui dire voilà, j'ai fini ma tâche, et il va lui envoyer une notification. Et cela se passe au travers des RabbitMQ qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Les producteurs, c'est lui qui va créer le message. Lorsqu'il finit sa tâche, il va envoyer le message à RabbitMQ, voilà, ma tâche est finie. Et les consommateurs, lui, qui est en attente, qui est connecté sur RabbitMQ, va attendre que la notification lui arrive. Et lorsqu'il reçoit la notification, il peut éventuellement aller plus loin et faire la tâche qui lui est dévolue. Voilà un peu le principe. Donc, c'est une manière de travailler en concomitance entre deux systèmes qui travaillent, qui sont indépendants. Mais pour que chacun puisse exécuter sa tâche, cela s'est fait de manière séquentielle et cela s'est fait grâce à RabbitMQ et à Docker. Et vous allez voir qu'on ira plus loin dans la containerisation, puisque d'abord on va containeriser RabbitMQ et plus loin on pourra même containeriser l'application
les projets de type Web API, qui va créer les services, et on verra comment c'est intéressant, comment tout cela fonctionne. Donc trêve de bavardage, voyons d'abord comment tout cela fonctionne. Très bien, voici donc notre projet tel qu'il se présente dans Visual Studio. Comme vous le voyez, nous avons ici des projets, donc c'est une solution qui comprend des projets. Nous avons le premier projet qui est du type Web API, je l'appelle RabbitMessage APIs, donc c'est un projet de type Web API. Et puis le deuxième c'est RabbitMessage client. En fait, c'est lui qui va consommer le message qui sera émis par le premier qui s'appelle API. Et il est constitué de quoi? En fait, au lieu de créer un message tout simple, je me suis arrangé à... nous allons mettre en place une classe pour laquelle nous allons à chaque fois exécuter des instances, et ces instances-là, nous allons les sérialiser pour en faire un message et puis pouvoir les envoyer. En fait, nous avons dans ces modèles ici, nous avons créé une classe plutôt qui s'appelle et qui a des propriétés, qui a un ID, les prénoms, les noms, email, l'âge et les lieux de naissance. Donc jusqu'à là, tout ce qu'il y a de plus classique lorsqu'on crée une classe avec les propriétés. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans les services? J'ai créé une interface, qui va nous permettre de jouer avec la dépendance injection, de manière à nous permettre de pouvoir utiliser les conteneurs pour la dépendance injection des .NET. Et cette interface ne comprend qu'une seule méthode, c'est-à-dire envoyer le message. Et quelle en est l'implémentation? L'implémentation est ici. Donc nous avons créé une classe qui va créer une personne et qui hérite de l'interface personne. Et voilà l'implémentation de ce message. Nous utilisons les génériques ici, les génériques de type T qui vont envoyer le message. Et nous allons nous connecter à notre serveur RabbitMQ pour lui envoyer le message. Et pour cela, nous allons utiliser un certain nombre de méthodes. Il y a une procédure classique qui est très bien expliquée sur les sites des RabbitMQ. En fait, nous n'avons fait que reprendre ici les directives telles qu'elles sont données sur les sites RabbitMQ pour pouvoir l'utiliser avec .NET, en l'occurrence ici C#. Donc nous avons les noms de l'hôte, l'hôte qui va pouvoir recevoir, qui va nous permettre de nous connecter. Donc c'est dans le cas précis, c'est localhost. L'utilisateur, nous avons choisi ici user, et les mots de passe de l'utilisateur, il est également là. Ensuite, il y a toute cette procédure qui arrive. Lorsque l'instance est créée, vous voyez, l'instance est créée, nous allons sérialiser ici. Elle est sérialisée pour en faire une sorte de string, chaîne de caractères. Et puis ensuite, nous allons, comme ça sera comme un stream que nous allons envoyer via, comme il s'agit d'une classe, en fait, nous allons sérialiser ça, nous allons encoder ça en type GTByte, et c'est cela qui sera envoyé via RabbitMQ, et qui va garder cela, et on va voir ensemble comment toute la procédure fonctionne. Comme nous avons deux applications, celle-ci qui va créer le message et les clients, voyons maintenant les codes tels qu'il est écrit chez les clients. C'est juste un projet de type console, donc il va en entrée recevoir le message qui va s'abonner sur RabbitMQ, recevoir le message et le lire tout simplement. Donc le message, c'est le même serveur, donc dans l'occurrence on l'appelle localhost, l'utilisateur il est là, et les mots de passe et tous qui s'ensuit. Voilà un peu, c'est une procédure, nous n'avons rien inventé, c'est une procédure classique, ce sont les directives qui se trouvent sur les blogs de RabbitMQ, puisque là vous trouverez les procédures pour n'importe quel type de langage, pour Java, pour JavaScript. Ici c'est la procédure qui est faite, qui est présentée pour pouvoir permettre de l'utiliser avec C#. Et comme on est ici en Visual Studio, pour nous permettre que tout cela fonctionne, nous avons créé un fichier qu'on appelle Docker Compose, parce que c'est lui qui va permettre de lancer
notre RabbitMQ, l'image de RabbitMQ que l'on a, et cette image va être exécutée pour en fait créer un conteneur. C'est le conteneur qui va être lancé, qui va jouer le rôle intermédiaire entre nos deux applications qui seront lancées et qui vont ainsi fonctionner. Voilà ici notre Docker Engine. Donc c'est lui en fait, puisque on va arrêter tout ça. Nous allons arrêter les conteneurs pour pouvoir les relancer après. Voilà. Via Visual Studio ici, je vais via le terminal, je vais lancer l'instruction docker compose app qui va s'exécuter. Et lorsque il s'exécute, en fait, il va lancer nos deux conteneurs. En fait, il va lancer les conteneurs de... Pour le moment, on va se contenter uniquement de voir les conteneurs de RabbitMQ. Hein, et nous allons aller dans notre... pour vérifier si effectivement les conteneurs des RabbitMQ est lancé. On le voit bien qu'il est lancé, il est sur ce port là. Et dans notre Docker Compose, on va placer un certain nombre de services. Pour les cas précis qui concernent RabbitMQ, voilà, il est là. Nous avons choisi RabbitMQ la version 3.12. Le nom de l'image, c'est l'image qu'on a donnée là, RabbitMQ, Management, Alpine, quelques tests Health Check et l'environnement dans lequel ils vont fonctionner. Il va fonctionner. Les informations sur l'utilisateur et les mots de passe. Bon, ce sont des informations normalement qu'on devrait placer dans des variables d'environnement, mais bon, puisqu'il s'agit ici d'un test, hein, ce n'est pas en production normalement. Les informations ici sur l'utilisateur et les mots de passe sont des informations qui sont cachées, qu'on ne peut pas laisser comme ça au vu de tous. Et nous allons voir, nous l'avons pour l'interface web, nous l'avons conçu de sorte qu'il puisse fonctionner sur ces ports-là. Et nous allons vérifier dans notre navigateur et je vais me déconnecter. Localhost, voilà, c'est celui-là. Et lorsque j'arrive effectivement là, il me dit l'utilisateur c'est user et le mot de passe c'est mypass. Quand je clique là et je me connecte effectivement, voilà, je suis connecté effectivement à RabbitMQ. Et pour le moment, bon, il a une interface qui est assez intuitive où il y a pas mal de choses. Et maintenant, je retourne à Visual Studio où je vais lancer aussi mon application RabbitMQ, Rabbit Message API, et nous allons, en fait, ce sont des services hein, que je vais lancer, voir si effectivement ils fonctionnent et qu'est-ce que cela va me donner. Voilà, notre application ici, elle tourne sur le port 5272. Comme je peux le voir ici, notre application tourne effectivement sur le port 5272. C'est là où elle tourne et on va vérifier si les services que nous avons créés ici fonctionnent effectivement. Je mets Étienne. Email adresse, puis Etienne @mail âge 20 birthplace, je mets Kinshasa. Voilà, je vais lancer ma requête.
dès que je lance ma requête, je vois bien qu'elle s'est exécutée. Ici, la réponse est OK. Donc, effectivement, ça s'est bien passé. J'exécute 4, 5 fois. Et je vais aller vérifier dans mon RabbitMQ, voir ce qui s'y passe. Et je me rends compte effectivement que il y a des messages qui ont été émis et qui sont effectivement arrivés jusqu'ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connexion s'est bien passée et que les requêtes qui sont émises ici ont été reçues, bien reçues, dans notre RabbitMQ qui joue le rôle d'intermédiaire entre nos deux applications. Donc, nous avons l'émetteur qui a émis le message. Et le message est bien arrivé à l'intermédiaire. C'est lui qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre nos deux projets. Il les a bien reçus. Maintenant, la troisième étape, c'est de vérifier si c'est lui qui est censé recevoir, les clients qui est censé recevoir les messages, les a aussi bien reçus. Et pour ça, je vais ajouter un terminal ici. Donc, c'est une application, c'est notre application ici. Copy, pop. Voilà. Je vais passer là, j'accède. .NET Run et je vais l'exécuter. Et les clients, dès qu'il est exécuté, qu'est-ce qu'il va faire? Et dès qu'il va fonctionner, ah voilà, effectivement, qu'est-ce qu'on voit ici? Dès qu'il a été exécuté, il me dit voilà le message, voilà, bienvenue à ce que nous avions demandé, et il va me rechercher les informations qui sont disponibles dans RabbitMQ et il les affiche. Donc, lorsqu'on va, je retourne dans RabbitMQ et les messages que j'ai créés, on va supprimer ça, les messages qui sont créés ici sont effectivement consommés et on les voit ici, le client les a effectivement reçus. On peut vérifier pour voir. On va regarder ici, de quoi s'agit-il. Je vais exécuter ceci pour voir. Voilà les informations qu'on a créées. Ici, nous sommes dans notre application du type Web API et on se rend compte que ce sont les mêmes messages qui ont été créés qui ont été effectivement consommés par le client. Donc, nous avons une classe, donc l'instance de la classe personne avec les informations qu'on a mis, prénom Étienne, nom Gandou, email, âge 20, birthplace, lieu de naissance, Kinshasa. Voilà, on se rend compte que, et ça fonctionne même très bien. Cela peut paraître abstrait, mais c'est important. Nous avons ici deux composants qui fonctionnent de manière totalement indépendante, mais qui, lorsque l'un émet une information, elle passe par un intermédiaire, RabbitMQ, et lui reçoit cette information, il la met à disposition de un client qui lui se connecte et il va lire cette information et pouvoir l'utiliser. Et c'est très bien ce qu'on a ici. Et on peut faire encore mieux puisque lorsque, si je reviens à... on va aller dans notre Docker Compose, puisque nous avons créé les conteneurs uniquement pour RabbitMQ, mais on peut faire encore mieux, on peut créer un conteneur pour notre application du type Web API, comme également notre application de type console, celle qui est cliente ici. Mais pour le cas précis, je me suis limité uniquement à créer encore un conteneur pour l'application qui émet le message. Et lorsque ce conteneur-là est créé, voilà un peu les instructions qu'on a mises ici dans notre Docker Compose, qui nous permettent de créer l'application du type Web API, en créer un conteneur qui va fonctionner sur un autre port, le port ici 7000. On va le vérifier. Nous avons cette version ici qui tourne localement sur la machine. Celle-là fonctionne sur le port 5272 et je vais chercher on va essayer de démarrer celle qui se trouve dans les conteneurs qui fonctionne. Nous avons exactement la même chose, mais on les voit ici, la différence est que
la version qui est dans les conteneurs, elle tourne sur le port 7000 et celle qui tourne localement sur la machine, elle tourne sur le port 5272. Et très intéressant ici, c'est que ces deux applications qui fonctionnent de manière indépendante, je vais appeler celui-là Étienne Conteneur. Pour dire que lui, il fonctionne dans les conteneurs, hein, et que l'autre, il fonctionne localement sur la machine. Ce que nous allons, le but ici, c'est de démontrer, je mets uniquement mail, âge, je mets 40 et je mets Matadi, lieu de naissance, et ID, je change, je mets par exemple 10 là, voilà, et je vais l'exécuter. Je l'exécute une fois, deux fois, et qu'est-ce qui se passe? En fait, les deux qui créent le message sont tous consommés par le même RabbitMQ et cela est envoyé à l'unique client qui les consomme. Et toute la différence est ici, on le voit. Ce que je viens de mettre, vous voyez, c'est Étienne Conteneur est arrivé là. Je l'ai fait 3 fois et c'est arrivé là. Tandis que le premier que j'avais créé avec la version qui tourne localement sur ma machine, à ce port-là, il est là. Donc, je vais peut-être... qu'est-ce que je vais faire? Je vais en créer un autre. Je vais l'appeler Étienne local. Local. Étienne local. Pour bien préciser qu'il s'agit de l'instance qui tourne localement sur la machine et qui n'est pas dans les conteneurs. La même chose pour celui-là, je l'exécute aussi. Et lorsque je vais voir ici, on le voit, il y a local qui a été créé par l'émetteur, il est envoyé à RabbitMQ et notre client instantanément, puisque ça fonctionne avec les informations viennent comme dans une sorte d'entonnoir, dans une queue. Lorsque les informations arrivent, RabbitMQ les a automatiquement, les clients viennent se connecter, il les prend et il les affiche ici. Donc, nous avons deux instances ici qui envoient concomitamment des informations à un seul intermédiaire et l'intermédiaire les met à disposition du client. Donc, nous sommes ici dans une architecture où nous avons deux composants qui communiquent avec un seul intermédiaire et cet intermédiaire met toutes les informations à disposition. Bon, pour le moment, on a un seul client. On peut en avoir aussi plusieurs qui vont se connecter. Ici, avec ce que j'ai fait avec Docker Compose ici, il m'a permis de mettre en place deux conteneurs, les conteneurs pour RabbitMQ lui-même et les conteneurs pour l'application Web API, voilà. Et on a mis en place un réseau Networks qui permet à ce que deux conteneurs puissent fonctionner et créer des informations qui passent par RabbitMQ. Bon, les deux conteneurs, je vais dire les conteneurs de l'application Web API qui va communiquer avec l'autre conteneur RabbitMQ et lui va mettre les informations à disposition du client. L'application cliente ici, je ne l'ai pas containerisée, elle fonctionne localement sur la machine. Ce que je containerisé, c'est uniquement RabbitMQ et mon application web via Docker Compose. Lorsqu'il est exécuté, lui permet de lancer les deux conteneurs et nous pouvons les vérifier ici dans notre Docker Desktop. Nous voyons, ce sont nos deux conteneurs ici qui fonctionnent et nous pouvons avoir, là ce sont les logs, les logs qui donnent les informations par rapport à notre conteneur Web API. Je vais voir les logs de voilà, ça ce sont les logs de RabbitMQ qui est en train de fonctionner actuellement. Donc à chaque fois que j'ai
j'exécute une opération ici, Etienne local, je l'ai fait 3 ou 4 fois, eh bien, on va observer que nous avons des messages qui sont affichés ici. Donc, il y a eu authentification et l'accès a été accordé. Donc, voilà ce qui nous est dit ici. Donc, on peut contrôler l'heure. Il est 14h29. Oui, il y a eu une demande d'accès et l'accès a été accordé effectivement à RabbitMQ pour que le message qui vient du client soit placé dans la queue et non, les messages qui viennent de l'émetteur soient placés dans la queue et puis que le client puisse effectivement les consommer. Et comme on le voit ici, à chaque fois qu'on crée un message, eh ben, il est directement consommé par le client. Donc je peux, pour confirmer effectivement que ça fonctionne, je peux changer à l'ID ici, je le mets 250, j'exécute et je vais vérifier dans l'autre. Je vois, est-ce que c'est arrivé avec ID 250? Oui. Instantanément, nous le voyons. Donc, c'est déjà arrivé ici. L'application client, c'est passé par RabbitMQ et l'application client l'a consommé. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Donc, cette approche qui est plus par rapport à l'architecture, qui nous permet de mettre en place plusieurs composants qui peuvent communiquer entre eux. Cela peut paraître abstrait, mais c'est très important lorsque on met en place des applications qui sont un peu plus segmentées, où il y a plusieurs composants qui se mettent en place, comme dans l'architecture avec les microservices. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Voilà qui est fini par rapport au projet de ces jours où nous nous sommes apaisantis un peu plus sur l'aspect architecture, sur la manière de mettre en musique deux composants, comment peuvent-ils fonctionner. Oui, je reconnais, cela peut paraître abstrait, mais c'est très important des fois lorsqu'on est développeur. On ne développe pas toujours une application du type monolithique qui fonctionne en elle-même, mais quelquefois il arrive de créer des applications qui en elles-mêmes sont composées de plusieurs éléments, et ces éléments fonctionnent de manière qui sont autonomes, mais pour lesquels il y a une certaine interdépendance dans leur manière de fonctionner. C'est-à-dire que lorsque un élément finit sa tâche, il envoie un message à l'autre pour lui dire voilà, moi j'ai fini ma tâche et toi tu peux commencer. Et cela c'est fait par la notification et en utilisant un outil intermédiaire. Dans le cas précis ici, nous avons utilisé RabbitMQ qui est très puissant, qui permet d'envoyer le message, c'est-à-dire qui permet à celui qui produit le message. En l'occurrence, nous avons eu ici l'application du type Web API qui produit son message et qui l'envoie à RabbitMQ, et RabbitMQ va permettre à ceux qui s'inscrivent, c'est-à-dire aux clients, de pouvoir recevoir la notification qui leur dit voilà, le producteur a fini sa tâche et vous pouvez maintenant y aller et faire ce qui vous est dévolu. C'est une manière en fait d'automatiser, c'est une manière de travailler qui est répandue dans des systèmes un peu plus complexes. Bon, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait régulièrement, mais pour certains types d'applications, il est important de pouvoir utiliser ces genres de technologies qui permettent d'automatiser les tâches et permettent de réaliser les choses de manière séquentielle tout en respectant certaines conditions bien établies pour que ces composants qui fonctionnent de manière autonome puissent agir de manière séquentielle, c'est-à-dire en fonction de l'ordre qu'on a établi dans l'exécution des tâches qui leur sont dévolues. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est déjà la fin de l'année, donc je voudrais souhaiter à tous ceux qui nous suivent mes meilleurs vœux de bonheur pour l'année qui va commencer et mes vœux de bonne santé à tous. Salut et à la prochaine.